À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport, à travers les maisons régionales de la performance, a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Dans ce podcast, nous parlerons de nutrition en compagnie d'Alice Lévesque et Valentin Lacroix, tous deux nutritionnistes du sport. Ce podcast vous est présenté par Patrick Juvin et Stéphane Germain, tous deux conseillers au niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute. Alors on se retrouve à nouveau donc en compagnie d'Alice Lévesque et Valentin Lacroix. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et toujours avec Patrick. Donc on a parlé sur les podcasts précédents de la nutrition avant l'effort, pendant l'effort, et cette fois on va parler un peu de l'après-effort et aussi de la récupération. Alors qu'est-ce que vous préconisez vous deux en termes de stratégie nutritionnelle après l'effort? Pour ma part, j'établis déjà de savoir et de comprendre dans quelle partie se trouve l'athlète de sa préparation. C'est-à-dire, est-ce que y a un intérêt à optimiser sa récupération à travers des stratégies nutritionnelles, ou est-ce que tout simplement on va se dire tiens, on va demander au corps de s'adapter un petit peu tout seul pour rétablir un petit peu cet effet hormèse et se dire le corps il est capable de s'adapter et de mettre en place des processus d'adaptation, parce que finalement c'est ce qu'on demande un petit peu pendant l'entraînement. Donc si on est dans un contexte où on doit répéter les efforts et que l'athlète va s'entraîner 2 fois par jour, qu'il y a des compétitions derrière, etc., là effectivement ça va être intéressant de mettre en place des stratégies nutritionnelles. À ce moment-là, moi j'ai la règle des 3 R en général que je donne aux sportifs, ça va être de réhydrater, recharger et puis réparer. Donc pour penser un petit peu réhydratation à travers l'eau, voire des boissons bicarbonatées, recharger pour recréer les stocks glycogéniques au niveau hépatique et au niveau musculaire, et puis réparer les tissus qui ont été lésés pour penser un petit peu à ces apports protéiques. Donc c'est un petit peu les choses que je donne aux athlètes pour y penser facilement. Ça va être l'association aussi après glucides-protéines pour recréer ces stocks directement en fenêtre métabolique, c'est-à-dire directement après l'effort, leur donner des choses très pratiques pour qu'est-ce que je peux associer pour être assez efficace pendant cette période-là. Quel que soit le type d'effort. Quel que soit le type d'effort, ce qui va changer, ça va être après le grammage, par exemple, des glucides qu'on va apporter. Lorsqu'on est sur un effort très très intense, on peut aller jusqu'à 1 gramme de glucides par kilo de poids de corps, voire 1,2 grammes. Sur des efforts un peu moins intenses, on sera un petit peu inférieur à ça. Au niveau des protéines, on est souvent entre 0,2 et 0,4 grammes par kilo de poids de corps. Donc ça dépend, ce sera vraiment individualisé en fonction du type d'effort, mais il faudrait dire, plus l'effort sera long et intense, plus on va essayer de recharger tôt après l'effort, et j'ai envie de dire tôt, donc directement à la fin de l'effort si on y arrive, s'il n'y a pas cette anorexie aussi post-effort, et durant les 4 heures qui vont suivre. Et on parle de fenêtre métabolique, c'est ça? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? La fenêtre métabolique, ça va être la période qui se situe juste après l'effort, mais qui peut durer jusqu'à 48 heures après l'effort. Mais en tout cas, si on se focus vraiment sur cette première partie juste après l'effort, jusqu'à 2 heures à peu près, c'est une période pendant laquelle l'organisme il va être vraiment enclin à refaire ses stocks énergétiques qu'on a épuisés à l'effort. Donc par exemple les stocks de glycogène au niveau hépatique, au niveau musculaire, mais aussi réparer un petit peu les tissus lésés, puisqu'on sait qu'on a des acides aminés qui interviennent dans certaines filières énergétiques. Donc il va falloir venir réparer tout ça et refaire ses stocks, et le corps est tout à fait enclin à refaire ses stocks, notamment grâce à une hormone clé qui va être l'insuline. Et là tu disais justement de manger juste après l'effort si on peut, même si le dîner intervient 1 heure ou 2 heures après, c'est peu importe? Non, justement pas. Si le dîner il intervient 2 heures après, en général on conseille plutôt une collation glucidoprotidique directement après l'effort. Si par exemple on a un dîner qui arrive dans les 45 minutes à 1 heure après l'effort, pourquoi pas ne pas forcément faire de collation, juste bien se réhydrater et après passer directement sur un repas de récupération. Parce qu'effectivement, si on vient faire la collation plus le repas de récup dans l'heure, on vient un petit peu surcharger les systèmes, et c'est là qu'on peut aussi être après dans un excès calorique qui serait pas forcément bénéfique pour l'athlète au final. Valentin, tu parlais tout à l'heure des 500 grammes de sucre qu'un cycliste devait ingurgiter, par exemple. Donc après la compétition, il faut qu'il réingurgite du sucre encore? Classiquement, par exemple pour une épreuve du Tour de France, l'enchaînement des étapes, il y aura toute une stratégie où ce qu'a évoqué Alice vraiment sur cette période post-effort, qui au final, une étape se terminer vers 17h pour un coucher vers 22h, 23h à peu près. Finalement, si on a complètement vidé notre réservoir, on n'a plus beaucoup de temps pour refaire le plein.
sachant que non plus ça s'arrête pas au moment du coucher. Il y a quand même le lendemain matin potentiellement et éventuellement d'autres collations qui pourront avoir lieu avant l'étape du lendemain, qui participent à la récupération de la veille, mais qui préparent aussi l'étape d'après. Mais du coup, on est forcément obligé, si on veut restaurer en moins de 24 heures, nos réserves qui potentiellement sont épuisées à la fin d'une étape, et ben aller vers des apports conséquents, surtout étalés, fractionnés. Mais pour moi, la récupération, en fait, elle commence dès lors que l'effort il commence. Et c'est aussi pour ça qu'on va avoir des apports importants maintenant sur les sports d'endurance pendant l'effort, parce que plus on va éviter, entre guillemets, de taper dans ses réserves, plus derrière la récupération va se faire rapidement. Vous pouvez nous donner une collation type de fin de course, fin d'effort, par exemple? Moi, je commence par du liquide, notamment quand il y a des perturbations digestives ou en tout cas de l'inconfort ou simplement un manque d'appétit. Donc ça va du jus de fruits, du smoothie, du soda, du sirop, les bonbons potentiellement si c'est vraiment important d'avoir des apports conséquents en termes de calories. Sinon, ça peut être tout ce qu'a évoqué Alice, en fait, des bananes, des compotes, des dattes, pâtes de fruits, pâtes d'amandes, des biscuits secs, et après aller progressivement vers un repas plus structuré, avec toujours une base de féculents, une source de protéines. Source de protéines, on pourra aussi en mettre une en post-effort, que ça soit sous forme de laitage, parce que c'est souvent sous forme liquide ou semi-liquide, assez facile à avaler. Après, sur le plan digestif, c'est aussi individuel. Ça peut être le traditionnel shaker aussi, si c'est une habitude. Mais voilà, les choix naturels sont aussi tout aussi efficaces. Moi, j'ai une question par rapport à tout ça. On a parlé de la nutrition de manière générale. Est-ce qu'il y a une différence, notamment chez les femmes, pendant les périodes de règles? Est-ce qu'il y a des stratégies à adapter, que ce soit avant, pendant ou après l'effort, ou pas du tout, et c'est tabou, il faut pas en parler? Non, justement, je suis très contente qu'on aborde le sujet ce soir. C'est vrai que il y a pas mal d'études qui sont sorties ces derniers temps, alors notamment comment adapter l'entraînement aux phases de règles. Est-ce qu'on est plutôt sur un entraînement type endurance en phase folliculaire ou plutôt type musculation en phase lutéale finalement, et on s'est rendu compte que c'est difficile de conclure sur un réel consensus. Pour la nutrition, c'est un petit peu pareil. J'ai essayé de regarder justement un peu dans les dernières études. Là, ce qui donnait, c'est qu'effectivement, par exemple, en période d'approche des règles et pendant les règles, ce qui était souvent évoqué, c'était que les besoins énergétiques étaient compensés souvent par des apports plus important chez l'athlète. C'est que tout simplement, en fait, l'athlète, elle écoute son corps, et souvent dans ces périodes de règles, voire juste avant les règles, on a plus faim. Moi, personnellement, si je parle de mon cas personnel, c'est le cas. J'ai bien plus faim à l'approche de mes règles et pendant les règles, et souvent, j'écoute mon corps et je vais manger plus, et du coup, effectivement, ce besoin énergétique accru à ce moment-là est souvent comblé par des apports externes plus importants. Après, je pense que c'est des périodes pendant lesquelles il faut vraiment s'écouter, notamment pendant les règles, parce que on peut avoir de la fatigue plus importante, des risques de blessures accrues, potentiellement des déséquilibres au niveau émotionnel, de la tristesse qu'on ressent, peut-être aussi des pulsions à un moment donné, et il faut vraiment s'écouter, c'est de se dire, voilà, si je peux m'entraîner un petit peu moins bien, ou un petit peu moins longtemps, tant pis, je mets un petit peu le frein à main. Je sais que c'est une période qui va durer 4-5 jours. Je le fais pour mieux repartir, et faut l'accepter, faut se dire, c'est une période aussi pendant laquelle je serai un peu moins performante, et c'est pas grave, en fait. Je peux être moins performante pendant 5 jours si ça me permet d'éviter de me blesser pour repartir sur quelque chose de mieux après. T'as abordé les règles, mais déjà, est-ce que l'athlète a ses règles, et on sait que c'est pas 100% des athlètes, au contraire, et Alice parle, justement, qu'il n'y a pas de tabou sur ce sujet-là, mais c'est un prérequis qui est vraiment nécessaire pour la santé de l'athlète et du coup pour ses performances. Moi, je sais aujourd'hui que c'est quelque chose que j'ai mis en place là sur les différents pôles. En tout cas, c'est un questionnaire tout basique, tout bête sur est-ce que déjà tu as tes règles, combien de temps dure ton cycle, est-ce que depuis plus de 3 mois tu n'as pas eu de cycle, voilà, toutes ces choses-là en fait qu'on essaye de discuter, et j'essaye vraiment d'avoir ce côté préventif auprès des jeunes athlètes en disant même si un professionnel de santé demain te dit c'est normal, t'es sportif de haut niveau, t'as pas tes règles, non, on va essayer de discuter déjà du pourquoi, le pourquoi du comment, des risques de plus avoir ces règles. Peut-être que c'est un déficit d'apport énergétique, et c'est quand même bien souvent le cas, c'est qu'on a un déficit d'apport énergétique et qu'il va falloir qu'on comble, parce qu'il y a des réels risques à long terme, en tout cas sur la santé de la femme lorsque l'athlète n'a plus ses règles depuis longtemps. Est-ce que vous préconisez par conséquent des aliments riches en fer? Alors ça va être encore un petit peu différent là sur le fait de pas avoir ses règles, les carences en fer, mais oui, effectivement, quand on a des athlètes qui ont des cycles menstruels particulièrement abondants,
je peux leur conseiller effectivement à ce moment-là d'avoir des portions de viande rouge peut-être un peu plus importantes ou plus régulières dans la semaine. Ça peut passer pourquoi pas sur du boudin noir une fois de temps en temps si l'athlète aime ça, mais surtout par des bilans, un bilan sanguin assez régulier pour faire le point de où est-ce qu'on en est sur les réserves en fer et voir passer par de la complémentation s'il y a besoin chez certaines athlètes en tout cas, parce qu'il y aura pas le choix. Alors on voit aussi l'émergence de différents régimes. Je parle surtout aussi des cyclistes. Là j'ai en tête le régime cétogène. Quel regard vous avez vous là-dessus ? Ça reste un régime extrême. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, si je résume, c'est on supprime tout ce qui est sucre, glucides. Donc ça considère aussi les fruits, certains légumes aussi. Donc c'est une alimentation qui est assez restrictive. Globalement, l'apport de protéines par rapport à ce qu'on recommande dans la population générale est assez similaire. Par contre, c'est l'apport de graisse qui est important. Donc, c'est fromage, des olives, des avocats, des oléagineux, etc. qui sont consommés en grande quantité. Tout ce qui est beurre, huile aussi, sans modération. L'idée, en fait, c'est de complètement vider son réservoir de sucre et en gros de switcher métaboliquement. C'est-à-dire que le corps, il se dit, j'ai plus de sucre, du coup, je vais faire avec autre chose. Et notamment avec les graisses qu'on consomme et si on est éventuellement en déficit de calories, avec les graisses qu'on stocke, qui est sur le papier un réservoir inépuisable. Et en gros, l'idée, c'est de se dire, si j'ai un réservoir qui est inépuisable, je vais aussi avoir un flux d'énergie le plus constant possible. Et après, donc là, c'est juste sur le côté performance, mais c'est aussi utilisé dans certaines pathologies. Donc c'est pas le sujet, mais en tout cas sur le côté performance, c'est surtout des choses qui sont vues dans les sports d'endurance comme tu l'évoquais. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout ce qui est sucre, ça nous permet, c'est vraiment un carburant préférentiel à l'effort, notamment quand on va monter un petit peu en intensité. Et au final, il y a assez peu de sports où on est sur des efforts constants à basse intensité, mis à part éventuellement tout ce qui est ultra endurance, donc je dirais au-delà de 10 heures voire plus. Mais voilà, on prend un cycliste, même s'il est hyper endurant, qu'il a ce régime cétogène et que ça lui permet de prendre de l'avance sur le début de course, il suffit qu'il arrive avec un autre collègue au sprint, il aura besoin justement d'être en capacité de fournir un effort à haute intensité, et sans ces sucres, il sera dieselisé, on va dire, et il aura du mal à aller gagner sa course. Donc c'est un facteur hyper limitant, et pour autant, à l'inverse, sur tout ce qui est sport d'ultra-endurance, c'est pas non plus avéré qu'il y ait de l'intérêt, que ça soit sur la performance le jour J, mais surtout sur les adaptations en amont, et sur la santé, qu'elle soit immunitaire ou autre, de ce côté-là. Et les sportifs de haut niveau, ils voyagent à travers, je dirais à l'international. Comment est-ce que je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, mais comment est-ce que vous faites pour quand vous allez à l'étranger pour manger correctement? On a souvent des habitudes, nous, et comment est-ce que vous arrivez à faire ça, et surtout les athlètes? Je peux peut-être prendre la parole parce que du coup j'ai mon expérience sur les derniers Jeux Olympiques à Tokyo. Justement, j'étais avec la Fédération Française de Cyclisme, où justement, comme tu dis, c'est déjà le choc des cultures, quand on arrive dans des pays de ce type-là, même si ça reste des pays occidentalisés, on va dire. On trouve à peu près tout ce qu'on pourrait avoir besoin par rapport à nos habitudes, mais pour autant, il y a quand même des choses qui vont évoluer. Donc surtout, et c'est ce qu'on évoquait un peu sur le sujet pré-compétition, c'est aussi de se dire j'ai mes routines qui me conviennent quand je suis à la maison, donc l'idée c'est pas de tout révolutionner avant mon épreuve, donc c'est essayer de reproduire à minima ça. Moi, ce que je conseille assez souvent, c'est aux athlètes de partir un peu avec leur boîte à outils, on va dire, et avec des aliments qu'ils connaissent, qui les rassurent, au-delà de l'aspect nutritionnel, simplement d'avoir ce confort-là, et notamment sur le repas après effort. Donc, je sais pas, l'athlète qui a l'habitude de manger son muesli avant tous ses entraînements et toutes ses compétitions, il se prendra dans une petite boîte, au moins pour son repas pré-course, ce mélange-là. Et puis après, c'est éviter tout ce qui va être aliments épicés ou tout ce qu'on connaît pas en fait, parce qu'il y a des risques de troubles digestifs. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, il y a toutes les notions éventuelles d'acclimatation à la région et aussi de synchronisation du sommeil, où on sait que sur tout ce qui est chronobiologie, en fait, l'exposition à la lumière, l'activité physique et les repas, et éventuellement tout ce qui est rapports sociaux, ça favorise justement les synchronisations des rythmes biologiques. Donc de remettre de l'ordre dans l'heure des repas, sur éventuellement la composition des repas avec un peu plus de protéines animales matin, midi, et plus de féculents et protéines végétales au goûter et le soir. Ça aura aussi du sens pour gagner un peu de temps sur la réduction du jet lag en fait. Je rebondis un petit peu sur ce que tu dis là. On sait que le sommeil est primordial pour la récupération. Est-ce que vous avez des aliments à préconiser pour justement favoriser un endormissement et le sommeil?
Effectivement, on sait aujourd'hui qu'il y a une chronobiologie alimentaire qui se fait tout au long de la journée. Donc, pour le sommeil, ce serait pourquoi pas déjà d'intégrer une collation qui va permettre de sécréter un petit peu de sérotonine. Donc, ça peut être un fruit avec un peu de chocolat noir qui va nous permettre déjà de préparer le corps un peu à l'endormissement. Et ensuite, ce serait de se tourner vers un dîner plutôt un peu type végétarien, avec des légumineuses, des produits céréaliers qui permettent d'avoir des acides aminés, notamment riches en tryptophane, qui vont permettre à nouveau de faire sécréter de la sérotonine puis de la mélatonine pour favoriser l'endormissement. Donc on se dit le soir ce serait vraiment éliminer un peu les protéines animales et rester vraiment sur une assiette un peu plus végétale, comme je l'ai dit, donc avec les légumineuses, les produits céréaliers, puis compléter avec une belle portion de légumes par exemple, et puis de respecter aussi un certain temps avant le coucher, quoi. Donc de pas consommer son repas juste avant d'aller dormir pour permettre aussi à l'estomac, aux intestins de digérer et de pas aller se coucher le ventre plein. Un seul carré de chocolat, pas toute la tablette, hein, pas toute la tablette. Donc la tartiflette avant le dodo, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Et alors, t'as dit les protéines animales, est-ce qu'il y a des choses à vraiment éviter comme aliments? Je sais pas, est-ce qu'il y a des types de légumes qui sont moins digestes qu'il faut éviter ou pas forcément? Moi, je serais surtout vigilant à tout ce qui va être lourd, en fait, tout ce qui est plat en sauce, la tartiflette, donc encore une fois, désolé. Mais tout ce qui va, un peu générer un sentiment de plénitude ou de difficulté à digérer, digestion lente avant l'endormissement, et puis surtout de garder un certain timing entre la fin du dîner et le coucher, d'au moins 2 heures idéalement, voire plus. Moi j'avais une question sur on parle souvent en nutrition de supplémentation, des choses qu'on va prendre en plus. On frôle parfois avec le dopage et du coup c'est quoi votre regard là-dessus? Est-ce qu'il y a des stratégies? Parce que des fois les normes de dopage elles peuvent un petit peu varier suivant les disciplines. Après je pense que nous, notre rôle il est aussi de replacer la pyramide dans le bon sens, parce moi je pense que dans les consultations, les demandes de consultation qu'on peut avoir, c'est soit lié à une volonté de perdre du poids ou de prendre du muscle, soit lié à une prise de compléments alimentaires. Donc on a beaucoup d'athlètes qui prennent le raccourci de se dire la nutrition c'est prendre des compléments alimentaires et ça va améliorer mes performances. Donc nous on essaye de remettre un peu d'ordre dans tout ça et que ça soit plutôt la cerise sur le gâteau si et seulement si c'est nécessaire. Et puis après il faut différencier aussi tout ce qui est compléments alimentaires à viser vraiment de performance, qui peuvent avoir des gains potentiels sur la performance le jour J, et les gains et les compléments alimentaires plus liés à la santé. On évoquait la question du fer tout à l'heure sur les athlètes féminines, mais c'est aussi le cas pour des stages en altitude ou autres. Donc il y a vraiment 2 aspects, et du coup le côté médical va dans certains moments entrer en ligne de compte. Dans tous les cas, c'est des sujets, comme tu dis, qui frôlent avec le dopage, en tout cas qui peuvent être dans une démarche dopante, et c'est pour ça que je parlais vraiment de remettre dans le bon sens la pyramide, parce que si toute la base est optimisée et que c'est que la cerise sur le gâteau, pour moi c'est pas la même chose de se dire au final, une nutrition, c'est pas pour moi, je gère déjà bien de mon côté et je vais juste prendre le complément alimentaire. Ça, pour moi, c'est une démarche dopante, et moi, je freine des 2 pieds quand c'est la demande d'un athlète. Donc, déjà, dans l'échange avec l'athlète, c'est important, et puis au niveau du staff aussi, parce que c'est aussi les demandes qu'on a d'entraîneurs, de préparateurs physiques qui prennent ce raccourci parce que ils établissent que c'est prioritaire. Mais pour autant, moi, c'est pas mon avis, et je pense qu'il est partagé par de nombreuses personnes. Moi, je partage complètement. J'ai la sensation que sur ce plan-là, même des fois de l'encadrement du staff et des croyances qui sont encore véhiculées, c'est parce que je vais prendre cette poudre ou cette protéine-là, ce produit-là, je vais être plus performant et c'est ça qui va me faire gagner en fait. Et comme le disait Valentin, c'est vraiment d'inverser à un moment donné ces pensées, ces croyances, c'est d'abord passer par l'alimentation la plus naturelle possible et optimiser déjà tout ça, et après effectivement ce petit pourcent de plus qui manquerait, si on doit passer par un moment donné des compléments, on le fait. Et surtout certains compléments des fois qui sont pris à l'aveugle, alors que finalement par exemple sur le fer, ça pourrait être complètement délétère si on fait une complémentation à l'aveugle chez quelqu'un qui n'est pas carencé. Donc vraiment vigilance, et notamment chez les plus jeunes, que j'accompagne au quotidien, où je vois les dérives des réseaux sociaux, parce que cet athlète-là a pris ça, finalement moi je vais tester pareil, ou alors je suis approchée par des marques et finalement je suis un peu perdue, je suis jeune, je sais pas trop comment m'y retrouver, donc j'ai aussi envie d'insister là-dessus en disant prenez attache auprès d'un professionnel de santé qui pourra vous accompagner si vous avez besoin de passer par ce type de produit. Vous êtes au plus près des athlètes, mais est-ce que quel est votre rôle vis-à-vis des staffs? Est-ce que vous venez vous formez aussi les gens de l'encadrement? Ouais, moi je pense que
On n'est pas comme un kiné, un préparateur physique ou autre, ou même un médecin qui sont bien plus souvent que nous sur le terrain, donc en contact avec les athlètes ou les entraîneurs. Donc au moins pour les notions de base et s'assurer que l'athlète met bien en place ce qu'on a pu conseiller. C'est important que l'ensemble du staff soit au courant, en tout cas les acteurs qui sont plus proches de l'athlète, pour justement nous faire remonter les informations et répéter, parce que ça passe par là, notre métier en fait, c'est de mettre en place des bonnes pratiques et ça passe par de la répétition. Donc moi ça me semble important d'avoir des relais de terrain pour continuer d'aller dans le détail et nous faire remonter des informations complémentaires. Pour un petit partage d'expérience, là j'ai eu une athlète là sur le handball il y a peu, où effectivement avec la balance Z-Metrix on s'était rendu compte qu'au niveau de ce qu'on appelle sa masse cellulaire active en tout cas, elle avait une capacité d'entraînement qui était vraiment très faible avec un risque de blessure accrue. Par exemple là c'est une situation typique où si à un moment donné nous on n'informe pas le staff, l'athlète elle risque la blessure de manière assez précoce, alors qu'on se dit on est en début de saison, je vais pouvoir y aller, je vais pouvoir un petit peu charger la mule. Finalement non, cette athlète-là, on s'est dit tiens, on va travailler un peu différemment, on va lui laisser du temps, on va mettre d'autres choses en place pour qu'elle ait peut-être des temps de récupération un peu plus longs, des charges un peu moins importantes, et même si ça doit prendre plus de temps avec elle, mais au moins qu'on fasse pas un pas en avant et 3 pas en arrière parce qu'elle sera blessée. Super, merci en tout cas, c'était très riche et on vous remercie vraiment d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous en tout cas. Merci. Et à très bientôt. Ce podcast vous a été présenté par 2 conseillers au niveau haute performance, Patrick Juvin de la Maison Régionale de la Performance du Creps Centre Val de Loire et Stéphane Germain de la Maison Régionale de la Performance de Bourgogne-Franche-Comté. Montage Stéphane Germain.